endroit où l'on sait qu'on va trouver la vie et où l'on sait qu'on va étudier les formes de vie. N'oublions pas qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie, et là je me réfère simplement à 10 milliards de soleils pouvant créer des conditions de vie, donc des soleils quasiment identiques aux nôtres, puisque notre soleil a des potentialités de vie de 15 à 20 milliards d'années. Alors, on fait un calcul, et on s'aperçoit par exemple que les matériaux dont on a besoin pour que ces 1 million de planètes sur lesquelles existent des potentialités de vie se déplacent et fassent ne serait-ce qu'une visite par an sur un éventuel système solaire, on calcule qu'il faut 1 demi-million d'étoiles pour extraire les matériaux dont on a besoin. Et ça veut donc dire que ces 1 million de sociétés technologiques ont besoin de faire 10 milliards de lancements par an pour arriver à faire qu'il y ait simplement une seule visite dans une seule planète du système solaire. Alors, en face de ces problèmes, auxquels, bien entendu, en tant que scientifique, j'ai réfléchi, je me suis posé la question suivante. Ce raisonnement, c'est un raisonnement rationaliste. C'est un raisonnement qui est fait avec les lois physiques actuelles. Jimmy Guilleux dit que des chercheurs ont trouvé que la vitesse de la lumière pouvait être dépassée. Là, le problème se pose d'une autre façon. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si la vitesse de la lumière peut être dépassée, mais je suis complètement ouvert, bien entendu, à ce genre de phénomène. Donc la question, je vais la laisse poser. Et puis je me pose la question suivante aussi. Je me dis, bon, aujourd'hui la science a fait des bons absolument extraordinaires. Et je me dis, est-ce que ce genre de raisonnement n'est pas caduque par le point suivant? Si je me reporte par exemple 1000 ans en arrière, et que je me dis par exemple l'homme de Néandertal, il va se dire, mais comment vont faire les gens qui se trouvent sur la Terre pour visiter n'importe quel point de la surface de la Terre? Il va faire un bilan énergétique, et lui aussi il va tomber sur quelque chose de complètement absurde. Alors, là, j'avoue que je bute sur un point particulier, qui est ce point-là. L'argumentation de Carl Sagan est tout à fait plausible, c'est évident qu'en l'état actuel des choses, il ne peut pas être contrecarré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le modèle conceptuel que les astrophysiciens ont créé, il y a quelque chose dont le bas blesse. Et je crois que c'est dans notre forme de raisonnement actuelle, et je crois que la psychologie là pourrait être une grande aide, c'est dans notre forme de raisonnement actuelle, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens de toute façon de manière pertinente que ça ne va pas, et je me dis, est-ce que je ne suis pas justement moi en train de raisonner pour ces extraterrestres à la même manière de l'homme de Néandertal qui dirait, mais c'est absurde, l'homme ne pourra jamais voyager sur la Terre parce que justement, il lui faudrait une énergie telle que ça dépasse l'entendement. Il est certain que fut un temps où les affirmations négatives en ce qui concerne les progrès de la science ont été connues et ont tous été détrompées. C'est une chose certaine, et je pense que je te redonne la parole. Je voudrais juste rajouter un petit point, puisque comme j'ai une formation scientifique, donc mon DEA d'astronomie m'a conduit au pic du Midi, et puis m'a conduit à rencontrer monsieur Pierre Guérin, qui est un astrophysicien qui lui croit bien sûr aux ovnis, et qui m'a raconté la chose suivante, et qui m'a dit qu'à chaque fois qu'il y avait une observation d'ovnis quelconque, il observait, mais alors à 100%, une manipulation de l'espace-temps. Et puis aussi, donc, pour apporter un peu de l'eau au moulin de Jimmy Guilleux, puisque je voudrais pas me faire l'avocat du diable dans cette histoire-là, je voudrais raconter une petite histoire, parce qu'elle me semble intéressante du point de vue psychologique, et là je m'arrêterai, puisque je voudrais pas monopoliser les choses. C'est dans une société futuriste, il y a un super ordinateur qu'on appelle Univac, et cet super ordinateur Univac, tout le monde lui pose des questions, parce qu'il n'y a que lui qui peut y répondre, bien entendu. Et bien entendu, ce sont des gens d'un très haut niveau culturel, qu'on appelle des grands maîtres, qui sont chargés de leur poser des questions. Alors, c'est une histoire de science-fiction d'Isaac Asimov, et ce grand maître pose des blagues à l'ordinateur, et quelqu'un qui rentre par hasard dans le bureau se constate qu'on paye un grand maître à raconter des blagues à l'ordinateur, il se dit que ça fait peut-être pas très sérieux, il s'en réfère à ses supérieurs, et les gens se réunissent, et puis demandent effectivement à ce grand maître, mais pourquoi tu poses ce genre de questions? Alors le grand maître monte un petit peu sur ses grands chevaux, c'est susceptible ces gens-là, et le grand maître dit, écoutez, voilà, mon problème c'est que les blagues, on ne connaît pas leur origine, on ne sait pas d'où ça vient, c'est toujours on vous en raconte une bien bonne, donc il dit, jamais je ne trouve d'origine à ces blagues-là. Alors mon problème c'est, je fais ingurgiter à l'ordinateur
toutes ces blagues parce que j'ai 2 questions à lui poser. Et on lui demande, mais c'est quoi ces 2 questions? Il dit, quelle est l'origine des blagues? Alors évidemment, vous imaginez un petit peu le suspense ménagé par Isaac Asimov. Et on arrive au grand jour J, et toute la presse est convoquée, et le grand maître dit à l'ordinateur, mais d'où viennent les blagues? L'ordinateur mouline, comme on dit, et au bout d'1 heure, l'ordinateur dit, voilà, les blagues sont d'origine extraterrestre. Et le grand maître pose sa 2e question, quelle sera la conséquence à la réponse à cette première question? Et l'ordinateur lui dit, voilà, il y a eu une expérience qui a été mise en place il y a très longtemps pour étudier les humains. Cette expérience, ce sont les blagues. Quand les humains auront trouvé la réponse à cette question, alors une autre expérience sera mise en place. C'est justement peut-être pour répondre à Jimmy Guilleux dans la mesure où nous sommes peut-être étudiés et que justement il y a peut-être un échange. Et puis aussi, je voudrais, là pour terminer, je pense que si l'homme doit un jour avoir des contacts, je pense qu'à l'échelle cosmique, il y a une sorte de code d'éthique. À savoir qu'il y aura des contacts quand l'homme pourra se le permettre. Et l'image de Jimmy Guilleux qui dit que c'est l'homme qui doit grandir pour que les extraterrestres, eux aussi, fassent l'autre chemin, je crois que cette image, pour moi, est tout à fait significative. Bien, moi, je crois que nous sommes heureux ce soir d'avoir un scientifique aux idées et aux portes si ouvertes. Et c'est pas Jimmy Guilleux qui va me contredire, puisqu'elle a eu beaucoup de mal à partir avec le monde scientifique. Et avant d'aborder le plan psychologique, je crois qu'on peut demander à Jimmy Guilleux de nous décrire un contact, puisque bon, dans ses enquêtes et dans son livre, donc Le monde étrange des contactés, il nous cite plusieurs cas de contactés avec le message des extraterrestres. Et je crois qu'après cette description de cette rencontre, nous pourrons demander à notre ami Alain de pouvoir donner son avis, ou l'avis de la psychologie, un avis autorisé donc sur le message reçu des contactés, de quelle manière ils l'ont reçu et peut-être d'où provient-il. Alors avant d'aborder le domaine des contacts et des messages reçus, je voudrais simplement ajouter que je suis bien d'accord sur les paroles prononcées par Michel Miara et lui signaler simplement que 200 milliards de soleils dans notre galaxie, c'est un chiffre européen. Il n'y a pas longtemps, c'est 100 milliards. Maintenant, aux États-Unis, on admet parfaitement 400 milliards de soleils. Tout augmente. Bon. 400 milliards de soleils, ça multiplie par 4 déjà l'équation de Green Bank, dont Michel nous a parlé à propos de Frank Drake. Ce serait donc pas 1 million, mais 4 millions. Mais ça, c'est la cote la plus basse. On peut parler vraiment de milliards de civilisations dans notre seule galaxie. Bon. Décrire un contact. Alors nous avons cru longtemps que les contacts étaient accidentels, étaient dus au hasard, bien que nous sachions, enfin j'appartiens à ceux qui pensent que le hasard n'existe pas. Que c'était fortuit, Monsieur Dupont va faire pipi à son chien, puis bon, et un engin qui atterrit, bon. En réalité, les contacts ne sont pas dus au hasard. Les contactés sur lesquels j'ai enquêté décrivent le contact de telle manière que le hasard est exclu. Puisque si le contact est répété, si un dialogue s'instaure, et on l'a vu par exemple au Brésil, sur un couple, avec un couple sur lequel j'ai enquêté en 80 à Rio, à Belo Horizonte, Herminio et Bianca. Ils ont été contactés à 4 reprises, chaque fois dans la première quinzaine de janvier de ces 4 années. On leur a dit que on les observait depuis longtemps. Dans le cadre de Mu-Beta, on leur a dit également à ces couples-là que c'était même depuis leur enfance qu'on les surveillait. Je me demande même si on ne peut pas parler d'avant l'enfance et d'avant la conception. Et il semble bien que ces êtres sont, comme certains d'entre nous, convaincus, eux probablement avec des preuves irréfutables, de la réalité du monde, ou disons des antichambres, de la réincarnation. Ces contacts, il n'est pas toujours vrai que le terrien, le témoin, celui qui va devenir un contacté, et c'est pas une sinécure, croyez-le, dans la plupart des cas, il n'est pas obligatoire qu'il voit d'abord l'engin. Des fois c'est un être qui n'est pas tellement différent de nous,
qui se singularise un peu par le regard, par exemple, une certaine brillance dans le regard. J'ai enquêté sur 2 jeunes filles québécoises qui ont vu un homme tout à fait étonnant, un homme d'environ 70 ans à peu près, dans le métro de Montréal, à la station Frontenac, qui est une grande station un peu comme le Châtelet à Paris, et qui portait des vêtements tout à fait propres, mais la mode des années 60, des années 50, qui avait ici les yeux étirés un peu vers les tempes, qui avait sur les paupières comme quelque chose de métallisé. Je sais bien qu'il existe des eyeliners pour les dames qui ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ne parlons pas de ces débiles que sont les punks, soyons tolérants. Mais disons que cet homme-là, 70 ans, cet homme s'est senti gêné brusquement. Il a regardé vers ces 2 jeunes filles. Il s'est senti observé. Elles l'ont suivi quand il a quitté Frontenac, dans l'escalator. Et dans la rue, il regardait, m'ont-elles dit, les voitures qui passaient avec un air sidéré comme pourrait l'être notre grand-père, notre grand-mère, quand ils étaient enfants, s'ils débarquaient sur les Champs-Élysées aujourd'hui, avec ces constellations de néon. Donc, ces êtres, c'était pas un monstre, cet être. Il avait 2 pieds, 2 jambes, une tête comme nous, mais il se singularisait par certaines particularités. Mais là, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de dialogue. Tandis que lorsque le contact et le dialogue s'instaurent, c'est le cas pour Demu Beta par exemple, on commence à mentir au contacté en lui racontant des choses qu'il ne peut pas comprendre, parce que ça lui tombe dessus, ce contact, vraiment comme une tuile emportée par le vent. Il n'est pas préparé. Alors, j'ai eu déjà des discussions, ils me disent, oui, mais toi, tu ne peux pas parler. Tu dis que tu ne crois pas à ce qu'ils m'ont raconté, mais moi je les ai vus, je les ai touchés, il a raison. Il est pénétré de la certitude de ce que des êtres qui ne pouvaient pas être des terriens, puisqu'ils venaient du ciel à bord de machines. Il est persuadé de la réalité de ce contact, et il a raison. Mais c'est ce qui se passe ensuite qui est plus ou moins manipulé. Je voudrais très brièvement, à propos de Demu Beta, raconter une chose bouleversante. J'ai enquêté pendant 3 ans sur ce couple. J'ai des heures et des heures et des heures de bandes enregistrées au magnétophone, une cassette, radio, vidéo. Et à ce garçon, j'appelle Marcel, dans le bouquin. Je lui dis, écoute, tu es manipulé, tu veux pas l'admettre, etc. On a eu, disons pas des mots, mais enfin, il n'était pas content. Il me dit, oui, j'ai voyagé d'un monde à l'autre, on m'a montré des maisons, il n'y a pas de porte, une sorte de grande ouverture, un art de cercle, les fenêtres aussi, on rentrait là, librement, en se promenant. Et je lui dis, mais tu as vu un mobilier, tu as vu des meubles, peu de meubles, une grande table en bois, avec sur les tables, souvent il y avait un plateau, probablement en bois ou en écorce, et des fruits. Et je lui dis, mais enfin, des fruits, tu n'as pas pris un fruit pour le goûter? Alors, avec une absence de curiosité concernante, il me dit, non, on m'a pas invité à le prendre, ce fruit. Moi, je lui dis, mon Dieu, j'aurais pris un fruit, puis j'aurais peut-être volé quelque chose. Non pas parce que je suis un voleur, mais mon Dieu, si un crayon habillé différent des nôtres m'était tombé sous la main, je l'aurais un fruit dans la poche. C'est un peu puéril ce que je dis, parce qu'il l'aurait vu et détecté. Ça, c'est déjà produit. Je lui dis, écoute, puisque tu les fréquentes, et que les contacts sont fréquents, et ils l'étaient fréquents, voilà ce que je te propose. Tu leur demandes un fruit pour moi, un gros. Parce qu'on va le diviser, le faire analyser, et Marcel me dit, mais non, ils veulent pas donner des preuves. Je dis, écoute, moi tu n'étais pas né, et c'est vrai, il n'était pas né, il a aujourd'hui 25 ans ce garçon. Tu n'étais pas né, je savais déjà que les extraterrestres existaient, j'étais déjà ufologue, alors me raconte pas de salade, moi c'est pas pour me convaincre, moi. Mais il y a un tas de braves gens sur la Terre, auxquels il ne faudrait pas grand chose pour qu'ils basculent dans notre camp à nous. Alors je lui dis, demande un fruit. Et je me rends à Paris. J'habite la province, mais je viens souvent à Paris. Et je vois mon ami Jacques Castex, qui est ingénieur de centrale, type les pieds sur la terre, mais passionné par tous ces problèmes, c'est un homme objectif. Et il me dit, mais bon sang, nous étions dans un petit restaurant chinois de la gare de Lyon,
Je prenais le train, le Phocéen, à 22h30, et nous étions au fond de la salle et on bavardait sans hurler, bien sûr. Donc, une conversation à mi-voix. On n'a pas pu nous entendre. Je lui raconte ça, il me dit, mais bon sang, pourquoi tu n'as pas pensé de demander à Marcel, qu'il ne connaissait pas, qu'on mette ce fruit dans un récipient? Et nous aurions pu aussi analyser le récipient. Je lui dis, c'est une riche idée. Je prends donc le train, le lendemain je me trouve à Marseille, je prends un autre tortillard qui m'amène chez moi à Aix-en-Provence, et vers 9h, je sors de ma douche, je déjeune, téléphone sonne. Je décroche. C'était Marcel. Et Marcel me dit alors, un fruit ça ne te suffit pas, il te faut aussi un récipient. Je leur ai demandé, ils ont dit non. Il y avait 2 humains sur la Terre, 2 terriens, Jacques Castex et moi, qui avions eu cet entretien à mi-voix au fond d'un petit restaurant. Et lui le savait, parce que les extraterrestres le savaient et qu'il lui avait dit. Alors, c'est fantastique. Et ça, je l'ai vécu. Jacques Castex, c'est un homme qui existe. Vous pouvez le voir, cave pétrissant à Nuniel, il y est très souvent, hein, c'est pas quelqu'un que j'ai enfanté dans mon imagination fertile, c'est un humain comme vous et il est de surcroît parisien. Donc Jimmy, on peut dire que vous êtes surveillé. Je ne suis pas seul à être surveillé. Je crois que tous les gens qui, de près ou de loin, s'occupent des ovnis, les gens sérieux, je ne parle pas de certains organismes officiels bidons, entendu, c'est pour faire... On ne le citera pas. On ne le citera pas, non. Même à nos amis de Toulouse. Non, je crois que nous sommes dans leur collimateur, mais nous, pas que les ufologues, car dans le monde étrange des contactés, j'ai révélé un scoop prodigieux qui nous intéresse tous, car nous sommes tous dans la même galère, la Terre. Il existe une base de missiles dans le plateau, qui s'appelle Plateau d'Albion, dans le midi de la France. Il y a eu 25 silos avec des fusées aquanatomiques. Quand on ouvre une fois par mois l'un de ces silos pour une révision technique et qu'on le referme 1 heure après, 48 heures plus tard, un engin de grande dimension, l'engin porteur arrive, il plafonne au point fixe à 5-6 000 mètres d'altitude, il largue des modèles de reconnaissance, des modules de reconnaissance, petits engins, qui viennent se positionner à 5 ou 10 mètres de hauteur, au-dessus du silo qui a été ouvert 48 heures plus tôt. Vous et moi, on ne sait pas celui qui a été ouvert, eux le savent. Alors j'ai proposé l'année dernière à M. Charles Lernu, qui était notre ministre à l'époque dans le gouvernement de la Défense. Je lui dis, écoutez, nous avons des techniciens, nous avons des groupes techniques, dites-nous quel jour vous ouvrez un silo, nous allons installer 5 ou 6 postes d'observation, dont un mobile autour du terrain, et quand l'engin arrive, on le filme, on le détecte, on l'ausculte sous toutes les coutures, et nous pourrons avoir des documents. Alors pendant 4 mois, le ministère de la Guerre, en la personne monsieur le contre-amiral Goupy, je publie les facsimilés des documents là-dedans, m'a dit oui, on va voir, ça se fera, mais plus tard, etc. Alors un jour j'en ai eu marre, avec mon ami René Voarino, qui dirige le CEOS, Centre d'études ovnis du Sud-Est. On leur a dit, écoutez, on a passé l'âge des gaudrioles, des fadaises, oui ou non? Et ils nous ont dit non. Mais ils nous ont dit non en disant dans leur courrier, nous ne prêterons pas notre concours sur le plateau d'Albion à vos expériences ufologiques. Et maintenant, le ministère, il s'est mouillé, car il ne pourra pas dire, nous avons refusé à ces gens de venir ramasser les champignons sur le plateau de la base. C'est pas vrai. Alors ils ont refusé. On verra ce que dira notre gouvernement aujourd'hui, puisqu'il a changé. Voilà. Alors là, c'est une preuve fantastique. Nous sommes sous le collimateur, et les autres pays aussi. J'ai enquêté près de Chicoutimi, dans le nord du Québec, près de Bagotville. Bagotville, c'est le nom d'une base, où là aussi, cette base militaire est surveillée à la loupe par les autres. Alors, je crois que, c'est pas inquiétant, attention, qu'on s'imagine pas que je suis en train d'agiter la sonnette d'alarme, et il faut pas gagner les abris, parce que, mon Dieu... Il semblerait d'ailleurs que, les extraterrestres actuels connus sont pas tous méchants. Par contre, il y en a certains qui sont quand même agressifs. Apparemment, dans votre livre, vous citez des cas où ils font preuve d'agressivité, j'allais dire même de violence. Quelquefois, je crois que ça peut être aussi considéré comme du cinéma, ça.
Parce que, il y a eu deux cas mortels. L'un était la réponse à une agressivité. Un Brésilien avait tiré avec un fusil sur 3 extraterrestres qui étaient à côté de leur engin, n'est-ce pas? Et l'un d'eux a été touché. Et les autres l'ont transporté. Au moment où il l'appuyait sur la détente et où la balle touchait l'extraterrestre, ou le champ d'énergie qui le protégeait, un faisceau de lumière très vive est parti de l'engin et a touché l'épaule du Brésilien. En 19 jours, il est mort de leucémie. Il y a quand même l'expérience soviétique aussi. Oui, évidemment, il semble... nous savons qu'ils sont pacifiques avec nous, etc. Il n'y a que les Russes qui en prennent plein la figure, soyons polis. Dans l'intimité, j'aurais dit un autre mot. Il y a eu véritablement des agressions de la part des ovnis, mais des agressions qui n'ont pas fait des victimes. Il y a eu une base qui a été détruite, une base qui abritait la flottille des sous-marins, des torpilleurs et autres soviétiques. Et ensuite, il y a une base de lancement de missiles. Un engin l'a survolé, a projeté un faisceau de lumière bleuâtre sur la tour de lancement, et les rivets qui maintenaient entre elles les pièces de cette tour, ces rivets ont disparu. Alors évidemment, vous imaginez, plus de rivets. Par ici, la sortie, la tour s'est effondrée. Il n'y a pas eu de victime. Voyez-vous, je crois que ce sont des démonstrations pour nous dire on est bon, mais on n'est pas tellement bête non plus. Alors réfléchissez aussi. Bien, merci Jimmy. Je crois qu'on va demander maintenant à Alain de pouvoir nous donner l'aspect psychologique de ces contacts, surtout en ce qui concerne leur aspect contact eux-mêmes. C'est-à-dire que dans certains cas, il n'y a pas eu forcément enlèvement, certainement qu'il y a eu une autre sorte de vision. Dans d'autres cas, Jimmy cite des enlèvements avec voiture, donc là c'est déjà plus précis, mais dans des cas où il n'y a pas enlèvement physique de voiture, je pense qu'il doit y avoir un aspect aussi psychologique de ce phénomène. Oui. Je pense qu'il y a de toute façon un aspect psychologique. À partir du moment où on vit une expérience, on est psychologiquement impliqué et on ne peut pas en faire abstraction. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut automatiquement penser que l'expérience est de nature hallucinatoire ou d'autres choses de genre. Je vais en parler un petit peu d'ailleurs. Quant à savoir si mon avis est autorisé, ça, je n'en sais rien, mais je m'autoriserai à le donner. Je pense que, d'après le récit là qui m'a impressionné et que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme nous tous, je crois qu'il y a une chose qui, je dirais pas qui est évidente, mais qui peut venir à l'esprit et qui me paraît une chose intéressante. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que quand il y a un contact, mais j'ai pas suffisamment de données pour pouvoir affirmer ça de façon trop nette. Je sais pas s'il y a tous les coups, disons, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il se produit une espèce, il y a un univers, une espèce de bulle psychique à l'intérieur duquel ça doit se passer à un moment ou à un autre. Je dis pas tout le temps. Et je pense que la communication ne se fait pas que sur un plan de communication ordinaire. Je crois que les êtres qui établissent des contacts avec ces gens qu'on appelle donc des contactés, ont une connaissance de la psychologie humaine qui dépasse de très loin, certainement au même titre que leur connaissance technologique pour d'autres choses, évidemment, ce que nous savons. Et quand on parle des antichambres de la réincarnation, comme disait Jimmy Guilleux il y a un instant, je crois qu'effectivement, ces êtres ont très certainement une connaissance qui est développée dans tous les domaines. Elle ne peut pas être que technologiquement développée. Et ce que l'on attend de nous, c'est certainement que nous fassions nos preuves et que nous montrions dans quelle mesure nous sommes capables de nous conformer à un prototype de comportement et surtout de conscience. On vérifie si on y arrive ou pas. Alors je pense que d'un point de vue psychologique, si on voit les choses sous cet angle-là, les gens qui sont décontactés sont peut-être des gens qui servent, je dirais pas d'échantillons, mais soit qui sont des représentants peut-être avancés pour certains aspects psychologiques
des humains actuels et qui sont intéressants à ce titre aux yeux des extraterrestres, soit simplement qui représentent des échantillons permettant de vérifier ce qui s'est passé, comment évolue l'impact de la présence ou de la manifestation de ces extraterrestres. Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect psychologique, disons de l'état dans lequel se trouvent les contactés, je crois qu'ils sont, d'après l'histoire des fruits et de cette personne qui n'osait pas même demander, je crois que ces gens-là sont forcément très impressionnés et que s'ils se retrouvent dans ce type de relation avec des gens qui sont des extraterrestres et s'ils le comprennent comme tel, ils sont nécessairement très impressionnés et ont des attitudes probablement soit de soumission, soit des attitudes en tout cas assez inconditionnel peut-être à leur égard. Même peut-être que ça va jusqu'à une certaine absence d'esprit critique, ce qui expliquerait pourquoi ils peuvent être trompés dans de telles proportions d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser, je crois que les gens qui sont ainsi contactés peuvent raconter n'importe quoi et que ce sont précisément les gens qui manquent d'esprit critique qui relatent des faits comme ça. Je crois que la situation elle-même implique pour une raison ou pour une autre. Peut-être sont-ils mis dans cet état d'ailleurs, ce qui permettrait de lever peut-être certaines barrières, permettant à ces extraterrestres d'examiner plus attentivement ou sans parasitage d'autres aspects qu'autrement ils ne pourraient peut-être pas mettre en évidence. Ce qui est sûr, c'est que on peut se demander si les gens qui contactent nos contemporains sont tous des extraterrestres. Moi, je pensais à un moment, j'ai pensé aux Atlantes. Cette personne qui se trouve dans le métro de Montréal, avec des yeux bridés, avec un costume qui a l'air il est anachronique, quoi. Il correspond pas. Il s'est peut-être trompé dans son déguisement pour passer inaperçu. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vient d'un autre monde. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ces colonies d'Atlante toujours existantes en certains points du monde et dont on parle dans certains écrits et qui peut-être ont une mission justement très directement reliée à celle de ceux que nous interprétons comme étant des extraterrestres. Enfin, je ne sais pas ce que Jimmy Guillot en pense, mais je ne vois pas ce que je peux dire d'autre d'un point de vue psychologique. Sinon qu'il y a certainement des écarts psychologiques très importants entre ces êtres et nous.